Ok, donc du coup, on va voir si ça arrive au fur et à mesure. On va les laisser arriver. Ça enregistre. Donc, j'avais envie de clôturer cette année par une conférence qui me paraît intéressante dans le cadre notamment de la pratique, qui est sur les process et les démarches de création. Penser l'œuvre, faire œuvre, c'est-à-dire l'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre, en explorant de façon approfondie deux artistes et deux œuvres, Auguste Rodin avec la sculpture de Balzac et les nymphéas de Monet. Donc, on va voir de façon plus approfondie. Et puis ensuite, en vous montrant les différentes étapes de création et puis regarder aussi quelques œuvres avec les différents éléments qui ont déclenché le processus créatif. Voilà pour cette introduction. Donc, on est sur le projet de l'œuvre, les modalités, les moyens de passage. On est aussi sur l'idée de la structuration d'une intention et d'un projet. On verra que, notamment en architecture, il y a de nombreux projets, mais aussi chez les artistes plasticiens qui sont restés en l'état, c'est-à-dire qui sont restés, on appelle ça des projets papier, donc qui n'ont pas été réalisés, qui ont demandé beaucoup d'investissement en temps, en matériaux parfois, mais qui n'ont pas abouti pour différentes raisons. On regardera aussi ces idées de dessin préparatoire et de maquette. Et il est vrai que, et j'insiste beaucoup moi auprès de mes élèves, qu'une idée en art plastique notamment, elle se réfléchit sur le papier, en croquis, en esquisse, en ébauche. On pense en dessinant en art plastique. On verra aussi cette idée de dépassement parfois du prévu, du connu. Également l'intention de l'artiste avec l'interaction entre l'idée de l'œuvre et sa production. Les stratégies parfois de l'artiste, les possibilités, pourquoi pas, d'improvisation. Et puis cette idée d'inachèvement, de transformation, d'accident, d'altération dans le cadre d'une démarche artistique. Les questionnements qu'on peut envisager seraient existe-t-il des artistes sans œuvre, par exemple? On le sait depuis le début du XXe siècle, c'est un concept qui existe et qui, j'oserais dire, persiste. C'est-à-dire qu'on a malheureusement de plus en plus d'artistes et de moins en moins d'œuvres, on pourrait dire. L'artiste et la machine, avec cette opposition ou ce prolongement. En quoi le monde peut-il être vu comme l'atelier de certains artistes? C'est-à-dire que l'atelier, vous avez dû le voir si vous avez, comme je vous l'ai demandé, feuilleté le cours sur la monstration, notamment sur les thématiques de cabinet de curiosité, où parfois l'atelier devient une véritable œuvre et reflète finalement notre environnement. Également, comment l'expérience artistique se matérialise, pardon. Dans quelle mesure l'inachèvement d'une œuvre est-elle revendiquée dans une démarche artistique? En quoi le processus de création révèle-t-il, et ça va être vraiment tout le propos de cette conférence, une certaine expérience artistique? On verra que le processus de création, il peut en effet, sans aboutir à une finalité, faire œuvre. Le geste artistique est-il nécessairement destruction? Et que reste-t-il du passé dans les pratiques contemporaines des artistes? Alors ce ne sont pas évidemment des questions, une liste de questions exhaustives, mais ça permet d'avoir, un panel comme ça de questionnements avec des réponses qu'on va effleurer, qu'on va suggérer au fur et à mesure, de la conférence. Alors on démarre par cette œuvre. J'aime bien souvent, vous avez peut-être remarqué, hem commencer par une œuvre d'art rupestre. Alors là, on est sur une œuvre, qui représente des dessins, de la grotte de Chauvet.
en Ardèche, donc des dessins qui sont datés entre 29 000 et 32 000 années. Et en fait, j'aime bien commencer par ce type de peinture murale. Bon, d'une part parce qu'en effet, esthétiquement, c'est très beau. Il y a une vraie technicité dans le dessin. Là, on est vraiment on entre dans cette thématique du process, puisque finalement, on est dans cette idée du process à travers une certaine temporalité. C'est-à-dire que il va y avoir, ça bug un peu, j'enlève un petit peu la caméra, il va y avoir vous me dites si vous voyez pas l'image, hein, si vous avez un souci avec l'image. Il va y avoir une véritable évolution dans ces dessins, mais une évolution dans le temps où les dessins vont se succéder, vont au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des dessins qui vont se superposer, qui vont se juxtaposer au fur et à mesure de l'évolution. Et donc, ça permet d'avoir déjà cette idée d'une œuvre qui est dans un processus créatif et qui va être révélée à nous de cette façon-là, avec ces dessins d'animaux qui nous paraissent être en mouvement grâce à une superposition, grâce à des effets de face à face, d'effacement et également de disparition. Euh, je trouvais intéressant de démarrer par cette œuvre. Euh, on va en voir quelques-unes avant d'attaquer Auguste Rodin. Donc celle-ci également, qui est toute une inspiration, et c'est tout le propos de cette conférence. Une œuvre que vous connaissez peut-être d'Andy Warhol, qui s'appelle Big Electric Chair, qui est une œuvre de 1967, qui est une sérigraphie comme Andy Warhol avait l'habitude de les faire. Et c'est une œuvre qui est intéressante dans notre thématique de process, de processus, de démarche artistique, puisqu'elle est une réponse à la controverse sur la peine de mort dans l'Amérique des années 60. C'est une œuvre qui, on le voit, est bicolore, hein, avec une violente opposition, on pourrait dire ça, de rouge et de bleu, qui rappelle cette notion un peu électrisante qu'on retrouve dans cet objet qui, euh, qui n'est pas anecdotique, mais dont d'autres artistes, notamment conceptuels, comme Joseph Beuys, l'ont utilisé pour montrer l'objet chaise. Euh, Là, c'est pas tout à fait le cas, mais il y a cette idée de représentation de l'objet, euh, de la chose, on pourrait dire, avec cette, euh, cette envie finalement de parler d'un fait sociétal. Euh, Vous remarquez que la chaise est vide. En fait, on est sur la disparition avec un dernier condamné en 1963, afro-américain. Et Andy Warhol a envie de parler de ce fait sociétal à travers cette œuvre. Il a fait toute une série hein, qui parle du thème de la mort. Et il est évidemment toujours dans cette exploration de, de, de ce mouvement qu'on a appelé le pop art, qui est lié en effet à un consumérisme, on va dire, exacerbé, avec un écho magnifié à une certaine abondance. Et il y a ce jeu, en effet, entre cet espace vide autour de la chaise et cette époque des années 60 extrêmement consumériste, avec cette idée, comme le faisait très bien Andy Warhol, hein, cette idée que finalement tout peut être consommé et un fait sociétal peut aussi
être consommé pourvu qu'il soit bien exposé et bien représenté. Donc on voit d'ores et déjà qu'on a un élément déclencheur dans un processus artistique qui peut être un fait sociétal et qui va finalement être un élément qui va interpeller l'artiste de façon ou en accord ou en désaccord et qui va lui permettre finalement de réaliser une œuvre. Andy Warhol, hein, le disait, hein, il disait, «Je me suis rendu compte que tout ce que j'étais en train de faire avait trait à la mort». Donc il y a toute une série qui, Die in Jet, Disaster, Lavender Disaster. Il avait fait cette chaise d'ailleurs électrique sous forme de série au préalable, avec une couleur comme son nom l'indique, de lavande et ensuite il en a fait une œuvre unique. Mais voilà, c'est un thème récurrent chez, Andy Warhol. Voilà, je voulais vous montrer aussi, un autre artiste qui s'appelle Ai Weiwei, qui est extrêmement connu, qui est un artiste, dit engagé, notamment alors d'origine, chinoise, notamment pour la liberté d'expression, les droits humains. Il s'est engagé aussi, pour les réfugiés. Il s'est engagé, également, pendant la pandémie. Il est vraiment dans un travail, artistique plutôt documentaire. Heu, il fait, dans cette œuvre référence au ready-made, de Duchamp et plus précisément, vous l'avez deviné, à cette première re œuvre de Duchamp qui a, donner le nom au ready-made et à travers, cette installation qu'il a appelée, Bare Life, il tente de, revendiquer, de polémiquer, on pourrait dire, sur les pratiques d'exposition. Alors son idée, c'est de perturber l'esthétique, du white cube. Vous savez que c'est, tout un concept, du début de l'art moderne, dans l'art, heu, dans l'art d'exposer où en effet il était privilégié d'exposer sur des murs blancs, dans un cube complètement blanc pour mettre en valeur, l'œuvre et donc il est, dans ce dialogue-là avec l'esthétisme du white cube et alors lui, il recrée un écran avec, ces bicyclettes qui sont, chromées, soudées les unes avec les autres. Alors parfois ça crée comme ça alors là je vous ai mis un gros plan, mais parfois ça crée, un dessin. Heu, c'est vrai qu'il y a une image en tout cas. Alors il fait référence aussi, heu, à, son enfance et notamment, des bicyclettes chinoises, qui étaient omniprésentes et qui, étaient de la marque Forever. Donc il fait référence à ça et il est vraiment, dans son travail dans l'idée de dialoguer autour de la rupture, heu, entre la tradition et la modernité. Pour m'expliquer, il est vraiment, en train de parler donc de cet objet, de la bicyclette, et de recréer comme ça un élément esthétique, artistique. Heu donc avec ces rayons qui créent presque un art cinétique parce qu'on a, presque l'impression, que c'est en mouvement, hein, la répétition comme ça de ces rayons, de ces roues, de ces éléments, circulaires nous donne cette sensation, de mouvement, comme pourrait le faire, l'art cinétique et il y a aussi cette idée, d'une bicyclette qui renvoie, métonymiquement au corps ordinaire et humble qu'elles sont censées, porter, transporter. Et à travers ces images, il parle, bah, de son pays, de la Chine, 1er producteur et premier consommateur de bicyclettes au monde, heu
et d'une transition sociétale, hein. Donc cette idée de rupture, entre la tradition et la modernité, où en effet, il y a eu, à l'ère maoïste, et c'était, il y avait quelque chose de prolétarien dans le fait d'avoir une bicyclette et puis, dans les années 80, il y avait, vraiment ce symbole d'amélioration des conditions de vie, dans cette, possession de la bicyclette, comme moyen de transport et puis, dans les années 90, elles ont été chassées par les voitures et puis à cause de la pollution aujourd'hui, il y a un retour de la bicyclette. Donc c'est un objet qui n'est pas anecdotique, qui est quand même très symbolique d'une évolution aussi sociétale et voilà, il parle, de cette évolution là, à partir de quelque chose qui est de l'ordre de la tradition jusqu'à notre époque moderne, à travers cet objet, qui est, répété, hem, dans son installation. Donc, même chose, pour Ai Weiwei, on est vraiment sur un déclencheur qui est un déclencheur, comme il a l'habitude de le faire, hein, sur des éléments comme ça qui se produisent dans l'évolution de nos sociétés et puis à travers, cette évolution-là, il va, tenter d'exprimer, sa vision du monde en fait, sa vision des choses. On continue, dans la même veine, hein, on pourrait dire, avec un artiste, qui s'appelle Subho, je ne veux pas écorcher son nom parce qu'il est un peu compliqué, Gupta, qui est un artiste, qui nous vient de l'Inde, qui, vraiment est parti, de rien, et qui a eu, alors si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas, qui a eu une bourse quand il était jeune, assez rapidement et qui a pu, finalement, développer, sa carrière d'artiste grâce à cette bourse et c'est un artiste qui est, alors vous voyez cette œuvre, elle est, enfin je la trouve vraiment, je la trouve, outre le fait qu'elle a une dimension esthétique, très importante, elle a aussi une dimension, symbolique dans cette image de l'arbre, qui est dont les racines, sont posées sur le sol, pas tout à fait enracinées. Il y a quelque chose qui flotte un petit peu avec ses branches, qui rejoignent, la terre ferme et puis tous ces éléments, dont on qu'on n'identifie pas tout de suite, mais qui ressembleraient à des ustensiles de cuisine, à des casseroles, des choses comme ça, chromées, donc avec quelque chose de très brillant, d'assez précieux finalement. On a presque le sentiment, que c'est un arbre qui pleure. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la généalogie, de la tradition aussi, hein, de la filiation, on pourrait dire, hein. Heu Cet artiste, il travaille avec, véritablement des ustensiles de cuisine, en acier inoxydable. Ça peut être des casseroles, ça peut être des bicyclettes, ça peut être des pots de lait, des écuelles, des boîtes de conserve, et cetera. Mais il travaille aussi avec de la bouse de vache. Il en a utilisé, beaucoup, notamment dans ses performances. Par exemple, il s'enduisait de bouse de vache pour se purifier. Alors, on sait que chez les Indiens, dans une quête de l'immortalité, on utilise la matière fécale, de la vache pour s'enduire et pour, tenter justement, de se purifier et d'accéder à cette immortalité. Donc il va chercher, des éléments, de rites, de traditions, qui sont culturels, pour explorer et réaliser ses œuvres. On est vraiment dans des pratiques quotidiennes, matérielles qui sont, spirituelles également, hein. C'est-à-dire qu'il va, décontextualiser l'objet, entre autres ici, les ustensiles de cuisine et créer des œuvres qui mélangent tradition, archaïsme et modernité et en fait, heu, malgré ses origines, ces œuvres sont enfin, elles sont compréhensibles, elles sont assez limpides dans leur compréhension, à travers, cet univers son univers qui est un univers, fantastique. On sent qu'il exprime bien la complexité et l'intensité d'un pays, qui est en train d'exploser, dans son essor économique, hein. On parle bien, de l'Inde évidemment, de son pays et peut-être de cette, de, d'un monde, ou d'esprit, de plus en plus matérialiste au détriment finalement, d'une certaine spiritualité. Donc c'est quelque chose, qui tient à cœur,
Gupta, c'est-à-dire, aller en effet, retrouver les traditions pour, tenter, de parler de la modernité en montrant finalement peut-être les failles, et les différentes, pertes qu'on a au fur et à mesure de l'évolution, de nos pays. À travers un certain, essor économique. Ça rappelle aussi, les accumulations, chez Armand. Je ne sais pas si, on avait vu ça pendant les conférences, je ne sais pas si vous vous souvenez avec, notamment heu, ces horloges qui sont accumulées les unes sur les autres, qu'on retrouve, je crois que c'est à la gare Saint-Lazare si je me trompe pas. Donc artiste du nouveau réalisme, avec, Klein et cetera. Mais il y a cette idée en effet d'accumulation et d'aller détourner un objet du quotidien pour, le magnifier, pour le sublimer. Heu, donc on a, cette œuvre qui s'appelle Dada, qui signifie grand-père en hindi. C'est quand même, intéressant de le savoir. Donc le patriarche, ça rappelle bien cette symbolique de l'arbre, hein. Heu, donc c'est le patriarche sous laquelle, la famille, finalement se sent protégée. Donc il y a vraiment cette idée, toujours et encore de la tradition et puis ensuite, le jeu, de la matière, des formes, de l'assemblage, heu ce lien en effet avec le surréalisme chez l'artiste. Une autre œuvre, de cet artiste qui s'appelle UFO, UFO. Alors elle est en forme de soucoupe volante comme vous le voyez. Elle est entièrement faite de peau, à eau, en laiton, hein, donc c'est un alliage, avec du bronze et du cuivre et elle est de couleur dorée, on le voit, hein, ça brille beaucoup au même titre que l'arbre, même si, c'est en effet c'est doré cette fois-ci et là, il fait référence alors à ses origines, hein, clairement et heu, puisqu'il est, issu d'un milieu très, très modeste. Donc elles font référence à la pauvreté et lui, il dit, c'est assez beau, il dit, «Nous sommes capables d'aller chercher de l'eau sur Mars, mais pas de nourrir un peuple». Donc ces formes répétitives, elles rappellent ça, elles rappellent, ces milliers, de pauvres qui finalement n'arrivent pas à se nourrir, au quotidien et puis, cette croissance, folle, avec, ces millions d'euros, ou de dollars pour aller, sur notre planète et aller, heu tenter, d'explorer, ou même de vivre sur notre planète. Donc c'est tout ce paradoxe qu'il essaye de montrer à travers cette œuvre et en effet à travers cet ustensile, c'est-à-dire les pots de lait, qui sont nécessaires pour nourrir notamment, des jeunes enfants pour qu'ils puissent grandir, sereinement et puis ces pots de lait, ils ne sont pas faits, en argile, en céramique, ils sont faits avec un métal précieux. Donc il y a cette opposition en effet avec, cet objet, ce contenant, simple, pour nourrir et puis ce matériau précieux, voilà qui aussi exacerbe cette forme, qui rappelle la forme de soucoupe volante et notre expansion, sans limite à vouloir absolument, envahir, tout, la moindre surface, le moindre lopin de terre sans penser finalement, à l'humanité en tant que telle. Dans la même mouvance, toujours le même artiste, vous le reconnaissez, hein. Cette œuvre s'appelle Line of Control. Alors on voit bien, c'est assez net, hein, ça forme, un un nuage, atomique, une explosion atomique pour être plus précise. Et elle est aussi également entièrement construite de casseroles et elle fait référence, au conflit entre l'Inde et le Pakistan. À d'autres aussi également pour nous, mais en tout cas, elle fait référence à des éléments conflictuels, heu à une époque, dans laquelle nous sommes tous,
nous sommes tous confrontés, c'est-à-dire à une époque hautement nucléaire avec cet enjeu-là et cette pression-là de puissance nucléaire qui, euh, qui en effet démontre un lien d'autorité formel et, euh, et c'est ce qu'il veut nous montrer, toujours ce lien, cette opposition entre ces ustensiles de cuisine qui sont des objets du quotidien, qui nous permettent finalement de survivre, de se nourrir, et puis cette forme qui rappelle Mmh, qui est presque monstrueuse, hein, qui pourrait en effet, symboliser une bête, un monstre avec, 1000 yeux, qui est prêt à nous engloutir, donc peut-être, réfléchir, se questionner sur les priorités, sur nos priorités en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Une des œuvres les plus célèbres de cet artiste, c'est ce crâne géant, les plus populaires en tout cas, également avec, les mêmes ustensiles, de cuisine. Elle a été exposée à Paris, pour, l'édition 2006 de Nuit blanche et elle fait partie, de la culture hindouiste, notamment des sadhus qui, sont les hommes saints, les mendiants et qui demandaient l'aumône, dans un crâne. Donc voilà, vous voyez qu'il est bon, il est imprégné, de sa culture. Il est imprégné aussi de son enfance, c'est-à-dire de sa condition en tant qu'enfant dans, une condition d'extrême, pauvreté et il tente et de l'évolution de son pays, de la société et il tente à travers ses œuvres, bah, de donner sa vision du monde, à travers ce qu'il a vécu, à travers ce qu'il a envie de transmettre comme message, hem et de ces éléments, du quotidien qui sont assemblés, qui sont cumulés, qui sont répétés et qui vont, métaphoriquement, nous montrer des images, de traditions, finalement anéanties par une certaine modernité. Celle-là, on l'avait vue, donc je vais passer assez rapidement, mais c'est aussi pour faire un petit clin d'œil sur l'idée initiale, hein. Je pense que vous le savez, hein, on en avait déjà parlé. Là où je précise, donc on est bien sur l'œuvre, Le radeau de la Méduse de Théodore de Géricault. Je rappelle en 1819, au début du 19e siècle, tiré d'un fait divers et le peintre qui était jeune à l'époque, hein, qui avait une vingtaine d'années, a, vraiment, fait un travail documentaire, un travail, méticuleux sur, l'événement de ce malheureux, fait divers. Il a, notamment écouté, le récit d'un des survivants, un chirurgien qui s'appelait Jean-Baptiste Savigny, heu et qui a publié un récit, complet, avec un autre rescapé. Donc c'est quelque chose qu'il a vraiment, il a feuilleté, il s'est documenté, enfin il a fait vraiment un travail laborantin, méticuleux pour être au plus près de la vérité et pouvoir ensuite retranscrire picturalement, cette vérité-là, à travers sa vision évidemment, mais il y avait vraiment ce travail documentaire, hein. Il faut savoir il avait envie, de peindre ce drame, parce qu'il pensait que cette peinture allait lui apporter la notoriété et c'est une des raisons aussi, pour laquelle il a vraiment fait des recherches très, très, très approfondies. C'est-à-dire que voilà, il y a pas d'improvisation dans ce tableau, heu et on verra que, il y a des similitudes avec Auguste Rodin. Rien à voir, Solly Walk, qui est une céramiste qui m'intéresse dans son travail, dans sa démarche artistique, anglaise, contemporaine et elle dit son inspiration, ses idées de départ, bah, c'est la nature humaine. Alors c'est peut-être pas, tout à fait enfin, quand on regarde ses œuvres, c'est peut-être pas quelque chose qui nous saute aux yeux, mais finalement, quand on décrypte un petit peu, on a cette idée en effet,
peut-être, de quelque chose qui est de l'ordre de l'apparence, de l'apparat, d'un moi qui serait un moi extérieur, d'une appartenance, sous la forme de pointes, de taches, de sculptures, de textures aussi qui peuvent paraître lourdes et vous allez voir, ça va être plus évident après. Donc il y a des choses qui sont quand même anthropomorphiques, hein, qui peut rappeler la nature humaine avec des éléments qui sont plus ou moins doux, plus ou moins agressifs, plus ou moins lumineux, plus ou moins opaques. Donc elle joue vraiment des matériaux pour tenter, d'explorer, la nature humaine et les caractères, on va dire humains et voyez, donc on est à nouveau sur ces œuvres qui sont, très organiques, hein, pour le coup, beaucoup plus douces que les précédentes, avec des éléments aussi de répétition. Ça rappellerait, presque des sculptures qu'on pourrait, ret qui auraient pu être sculptées par la nature. Alors outre, les éléments décoratifs, mais sur la forme, on pourrait imaginer que la nature pourrait, sculpter, avec, le vent, avec l'eau, ces éléments, qui sont très, voilà, très arrondis, très sensuels, on pourrait dire. C'est gravé, il y a ces formes toujours à niveau anthropomorphiques, hein, on peut dire, avec ces éléments comme ça qui sont, parfois, phalliques. Donc il y a un travail qui est intéressant dans cette, appréhension de la nature humaine, c'est une véritable recherche et sensibilité pour la nature humaine et puis ensuite, une démarche qui va être, qui va, aller de la figuration, du figuratif, on pourrait dire, à quelque chose qui est de plus en plus abstrait pour, représenter, la nature humaine. Vous voyez, on est à nouveau alors les matériaux sont très beaux, hein, d'un matériau opaque parfois, parfois brillant. Il y a quelque chose aussi, d'assez doux, donc là, on est dans quelque chose d'assez animal, ça rappelle en effet, quelque chose de l'ordre de l'évolution, hein. On pourrait se rappeler, Darwin et l'évolution, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça rappelle, des, quelque chose qui pourrait être des antennes. On a l'impression de voir, presque, des éléments qui rappellent l'escargot, des éléments qui rappellent, heu des, des, des bêtes comme ça qu'on retrouve avec des éléments, dorsaux comme ça arrondis et là, c'est encore plus, probant puisqu'il y a vraiment cette, identité, du coquillage. Des éléments naturels, alors c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'éloigne un peu de la nature humaine, mais il y a quand même les pattes, il y a des éléments qui rappelleraient, le ventre, quelque chose de l'ordre en effet, de, pourquoi pas de la maternité. Il y a des éléments qui sont, texturés, à nouveau ces pointes, qui sont mouchetées. Donc il y a vraiment, un vrai travail déjà, graphique et puis, il y a, un travail intéressant je trouve qui va de la nature, humaine avec tout ce qu'elle comporte finalement, comme de la nature humaine à travers ses émotions par exemple, son caractère, à travers sa douceur, à travers, ses agressivités, ses colères, donc il y a ces éléments-là qui, finalement sont, quand on s'éloigne de la figure humaine, nous mènent vers l'abstraction et puis, cette abstraction qui est ensuite, heu, traduite, on pourrait dire, par des formes, par des couleurs, par des textures. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a un écart en effet entre, cette idée on a l'impression qu'il y a un écart, mais finalement c'est assez concis entre cette idée de caractère de nature humaine et ce résultat final. Donc c'est aussi un élément, déclencheur qui peut être un élément, vous voyez, tout autre qu'un fait divers, qu'un fait sociétal, qu'un, qu'un élément, engageant sur, notre enfance, par exemple, notre condition, d'être humain, dans un certain pays, dans une certaine géographie. Mais ça peut être simplement quelque chose qui va, nous évoquer, de façon très généralisée, les êtres humains à travers, leur caractère, leur nature et puis ensuite, dans ces éléments très conceptuels, tenter de les traduire par des formes, des textures, des couleurs, et cetera. Donc très différent des artistes précédents, mais
Très intéressant. Alors, je décrypte. Alors ça, c'est un travail, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un élément d'un universitaire britannique qui s'appelle Graham Wallace, qui était professeur, théoricien, notamment en sciences politiques, et qui nous parle des 4 phases du processus créatif qui sont, bah, premièrement, la recherche ou la préparation, c'est-à-dire la recherche de connaissances. On l'a vu dans les artistes précédents, c'est-à-dire une recherche, documentaire, ou une recherche, par thématique en fait. C'est-à-dire qu'on a un thème, nature humaine, et puis on va rechercher différents caractères. Ça peut être autour de soi, par exemple, ça peut être dans la littérature, ça peut être aussi dans d'autres œuvres, dans d'autres artistes. On a le phénomène d'incubation. Bah, c'est dans la deuxième image, finalement, on peut la laisser l'idée, ça serait même de faire autre chose. C'est-à-dire que, voilà, on a une première étape, un thème, une recherche, on a fait nos préparations, fait une recherche documentaire de visuel, textuel, peut-être avec des matériaux, pourquoi pas, avec des textures, pourquoi pas, des bouts de choses, et cetera. Et puis, bah, on laisse incuber, on laisse tremper, j'oserais dire. Et puis ensuite, eureka, l'illumination, l'idée, et puis ensuite, évidemment, l'exécution, la production. Voilà ce qu'il nous dit. Donc les étapes, c'est, chercher des références historiques, artistiques, qui, font état de la même thématique, de la thématique qui nous intéresse. Heu voilà, il y a toute une recherche qui, n'a pas de temporalité, définie. C'est-à-dire ça va être selon notre propre façon de travailler, ça va selon ce qu'on va retrouver, ce qu'on va trouver, ce qu'on va archiver, ce qu'on va collectionner, on va à un moment donné trouver que c'est suffisant, pour, finalement laisser les choses, s'incuber. On a une étape, alors je sais que j'embête toujours beaucoup mes élèves avec ça, mais c'est une étape qui est primordiale, bah, l'étape des croquis, en effet, des dessins. Il faut absolument, dessiner, avec des couleurs, sans couleurs, esquisser, ébaucher, sur des papiers, sur, des journaux, sur ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a cette étape, obligatoire des croquis. Il y a une étape, possible, de maquette, hein, maqueter nos projets en 3 dimensions. Ça peut être en carton, ça peut être en papier, ça peut être en argile, ça peut être en plâtre. Et il y a une étape ensuite selon, le projet, qui peut être une étape de dessin technique, de plan, si on a besoin en effet d'avoir, des dimensions, précises, des proportions, si on travaille en 3 dimensions. Donc on est obligé de passer par cette étape de plan qui peut être ou dessinée ou, numérique. Et puis il y a le choix des matériaux évidemment. Hein, est-ce que c'est, de la cire? Est-ce que c'est de la bougie? Est-ce que c'est du carton? Est-ce que c'est de la peinture? Voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériau pour pouvoir, s'exprimer et qui sera en adéquation finalement avec notre projet? Alors on va voir précisément Auguste Rodin, et le scandale de Balzac. Donc Auguste Rodin, sculpteur, grand sculpteur, hein, sur, proposition, d'Émile Zola, reçoit la commande, de Balzac par la Société des gens de lettres. Alors c'est une il accepte évidemment, c'est ça qui est intéressant en fait dans ce travail, c'est il va faire, de nombreuses recherches documentaires qui vont durer, des années. Alors qu'il y a pas de place à l'improvisation. Il y a beaucoup d'expérimentation chez Rodin, bien sûr, je parle de Rodin, et il va, vraiment, alors là, on voit déjà des portraits, de Balzac, et il va vraiment, tenter d'être au plus proche de Balzac. Vous voyez? Alors là, il a récupéré des portraits de Balzac, Balzac à 24 ans, Balzac à 30 ans, qui a été dessiné par, Louis Boulanger, Balzac à 42 ans, toujours Louis Boulanger, et Balzac d'après un daguerréotype, donc les prémices de la photographie en 1842.
Donc on a l'évolution, du Balzac jeune à un Balzac, plus âgé. Et en effet, Auguste Rodin, il recueille une foule d'informations sur l'écrivain. Il va vraiment, il est fidèle finalement à la méthode de l'écrivain, qui, faisait la même chose, Honoré de Balzac, qui se documentait énormément avant d'écrire, avant de camper ses personnages. Et il va, vraiment faire un long et méticuleux travail de préparation, qui sont peu conformes aux attentes, coutumières finalement des commanditaires, de la société des gens de lettres. Et c'est là où vous allez voir, ça va créer, quelques problèmes. Hem, Rodin va aussi, relire les grandes œuvres de Balzac. Il va, réunir donc ses portraits, il va le représenter et il va modeler une série de têtes, importantes. Il va aussi disposer d'un médaillon, qui, va lui permettre de préciser finalement le portrait. Alors on voit là, le début des croquis, d'Auguste Rodin, et il a très vite envie, finalement, de, le représenter, dans une robe de chambre. Dans une robe de chambre, avec, l'idée, c'était un dialogue d'ailleurs avec, Émile Zola, l'idée de représenter, la hauteur de Balzac, la grandeur d'idée finalement. Bon, on est au 19e, on est encore sur, une vision académique, hein, de la peinture, de la sculpture, et c'est vrai que, bah, cette vision d'Auguste Rodin, elle détonne un petit peu par rapport à la vision, académique, et on va voir que ça va générer, également, à ce niveau-là, et la temporalité et la vision de Rodin, quelques sources de conflits, notamment chez les commanditaires. Donc il la veut forte, il la veut stable, il la veut avec les bras croisés, il la veut, longue. Il le veut dans une robe de chambre, sans ceinture, avec, les jambes légèrement écartées. Il va même, donc il va être vraiment dans cette idée d'un Rodin, en fait, qui est en pleine inspiration, d'où la robe de chambre. C'est-à-dire qu'il est vraiment, ce qu'il veut montrer, c'est cet homme qui est inspiré, cet homme, cet artiste, en fait, au-delà de, hem, de l'être humain. C'est ce qu'il a envie de représenter, et il va, faire, réaliser de nombreuses maquettes. Alors, vous voyez, des maquettes en argile, des maquettes en pierre, des maquettes en bronze, des maquettes en plâtre. Vous voyez, là, celle-là, elle est très intéressante, que j'entoure. Il va, mettre une véritable robe de chambre, sur la maquette pour pouvoir avoir l'effet drapé, et pouvoir, représenter l'effet, drapé de la robe de chambre. Donc, je ne sais pas, je crois qu'Alec était en train d'écrire un message, mais je ne le vois pas. Donc, de nombreux croquis, de nombreuses, maquettes, de nombreux modelés, hein. Vous voyez les études, du Balzac, qui sont, différentes les unes des autres, où on a, vraiment, peut-être un portrait qui de plus en plus s'apparente à un portrait qui est le portrait plutôt vieillissant de Balzac. Ça va durer, des années. Là, on a, le fameux Auguste Rodin dans son atelier, en train avec une sculpture en plâtre de Balzac, et ça va générer, des histoires, qui, vont, être écrits dans les journaux, c'est qui parce qu'en effet, au moment où, la commande devait être terminée, elle est absolument pas terminée, et hem et en fait, les commanditaires, s'inquiètent de voir que finalement, il y a encore cet Auguste Rodin qui est encore en train de se documenter, de réfléchir, de faire des modèles, des maquettes, et il dit, je vous le cite: «J'ai eu tort, il est vrai, nous dit de ne pas livrer la statue dans le délai convenu», puisqu'il ne la délivre pas dans le délai convenu. «Mais je suis bien excusable. Dans ces choses de l'art, on ne sait jamais en effet le temps qu'il faut pour mener une œuvre de ce genre à bonne fin. Car ce n'est pas tant l'œuvre en elle-même que sa conception qui exige des recherches longues et pénibles.
C'était en 1894. Il y a de nombreux articles dans les journaux pour parler de cet effet, puisque comme il n'a pas livré la sculpture à temps, on lui demande de payer des pénalités. On le menace d'ailleurs de ne pas payer, de ne pas prendre sa sculpture et ensuite de payer des pénalités. Voyez une caricature à l'époque de Pierre Werber dans un journal qui s'appelle Les Werbers, avec ce fameux Auguste Rodin qui est en train de sculpter cette énorme sculpture et les gens de lettres qui sont tout autour. Qui regarde d'un œil sceptique et méfiant ce qu'il est en train de faire. Parce que, outre le fait, puisqu'ils sont allés le voir dans l'atelier, outre le fait qu'ils sont mécontents parce qu'ils ne délivrent pas l'œuvre en temps et en heure, bon, quand ils voient l'œuvre, à quoi elle va ressembler, ils sont aussi mécontents. Enfin, c'est quelque chose qui les déplaît, qui leur déplaît, pardon. Vous voyez, quand on voit cette œuvre de Balzac, quand on voit ce portrait, il y a quand même quelque chose voilà, qui est assez probant, assez, assez sensible hein, dans les portraits de Rodin. Je vous ai mis le petit article du journal où on lui demande 10 000 francs d'amende pour pas avoir, donc avec tout un article pour pas avoir délivré la sculpture en temps et en heure. Bon, c'est quand même Auguste Rodin, voilà, vous imaginez. Mais voilà, ça a été une grande polémique et finalement, ils vont pas, ces gens de lettres vont pas accepter cette sculpture, ils vont pas la vouloir et Rodin, il finalement, il fait fi de ça et il dit: «Si la vérité doit mourir, mon Balzac sera mis en pièces par les générations à venir. Si la vérité est impérissable, je vous prédis que ma statue fera du chemin. Cette œuvre dont on a ri, parce qu'ils s'en sont moqués en effet, qu'on a pris soin de bafouer parce qu'on ne pouvait la détruire, c'est la résultante de toute ma vie, le pivot même de mon esthétique. Du jour où je l'eus conçu, je fus un autre homme. Voilà, donc c'est tout le propos de l'artiste. On voit la sculpture qui est finalisée. Elle est restée en plâtre pendant 22 ans de mémoire. Oui, 22 ans après la mort de Rodin, j'avais laissé le texte. Elle est moulée, bronzée et elle est posée le 1er juillet 1939 à Paris. Donc c'est une histoire qui a perduré, Rodin voulait prendre son temps, n'avait pas l'intention du tout de faire. Il a pris cette commande à bras-le-cœur. Émile Zola était un de ses alliés, mais c'est vrai elle n'a pourtant pas été acceptée et elle a été simplement exposée 22 ans après. Il n'aurait jamais fait une autre œuvre pour plaire aux gens de lettres. C'est-à-dire qu'il avait décidé de faire cette œuvre. C'est comme ça qu'il, heu, qu'il imaginait cette œuvre et il a respecté son processus, sa démarche artistique jusqu'à la fin, quitte finalement à ce que l'œuvre soit détruite et qu'il n'obtienne rien pécuniairement. Donc c'est une démarche qui est intéressante outre la démarche documentaire, parce qu'elle en effet, elle a duré, quasiment, 3 ans, et puis ensuite la réalisation de l'œuvre qui a duré aussi très longtemps. Bah, c'est vrai que c'était important de, mmh, de voir, tout ce process sur une œuvre, d'un écrivain qui, qui qui a tenu tête finalement. Alors plus que ça, parce que j'étais en train de chercher justement, j'avais un doute. Elle a été, la 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 commande a été, faite en 1888. Et les, gens de lettres la refusent en 1898, c'est-à-dire 10 ans après. Donc vous voyez, c'est une démarche, un processus qui a duré très, très, longtemps, de nombreuses années. Hem Voilà, je vous montre également, du même sculpteur, sa façon un peu de travailler, on retrouve ça dans La Porte des Enfers.
allez voir si ça vous échappe. Donc, c'est vraiment une méthodologie dans le travail où il va en effet mouler pour conserver la mémoire d'un état temporaire. Il va reprendre des moules, les mettre dans des sens différents, les multiplier. Il va en constituer un répertoire à travers ces moules. Il va ajouter des éléments, en enlever. Donc, il va vraiment, à partir d'un moule, finalement, pouvoir produire de nombreuses pièces qui sont des pièces uniques. C'était une démarche, une méthode de travail qu'il affectionnait. Heu, on voit, à nouveau, ce moule, hein, c'est le même qui, est un peu différent. Vous voyez ici, heu même chose, l'amour debout et puis on a aussi, ces 3 ombres, d avec les éléments, ces éléments qui sont reproduits, répétés. Alors il y a une petite différence de composition, ils sont mis de profil ou ils sont mis de face, on change le point de vue, on change la présentation, mais le moule est le même. Donc c'est intéressant, je trouve cette façon de travailler qui est extrêmement moderne, pour l'époque, c'est-à-dire, aller, utiliser, un même moule pour ensuite, ajouter, soustraire, le reproduire, le répéter, le changer de point de vue pour en créer une œuvre unique. Dans la démarche, dans la méthodologie, c'est quelque chose qui est intéressant et que de nombreux artistes ensuite modernes et dans la sculpture et dans la peinture et dans les installations ont repris à leur compte. Alors, des petits clins d'œil, sur des artistes, pour que vous voyiez un petit peu, que vous ayez, voilà, cette vision alors qui est un petit peu succincte, hein, je vous l'accorde, de leur travail. C'est un peu le making of, si vous voulez, un peu le côté, l'envers du décor. Donc, Julio Lopez Hernandez, qui est un sculpteur, qui est décédé maintenant, hein, mais, du 20e, espagnol, Monumento à Washington Irving. Donc on voit, un dessin, un croquis, avec, sa mise en ambiance. On voit, le sculpteur qui est au travail avec les nombreuses photos, du personnage qu'il va sculpter, tout autour de lui, de dos, de profil, de face et cetera, avec un modèle, vous voyez le modèle à côté. On a, différentes, répliques, de l'œuvre, donc différentes études, hein, différentes maquettes en plâtre, en argile, et cetera, de différentes tailles, de différentes proportions. Heu, on a un moulage qui est ici. On a, juste le buste qui est ici, qui est en cire pour pouvoir le mouler ensuite. On a, la pièce qui va être la pièce finale ici et puis la pièce qui est installée, là. Voilà, bon, alors on le sait, mais c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de voir les visuels et de voir l'envers, derrière le rideau, ce qui se passe. On imagine bien qu'une sculpture comme ça, c'est un travail immense, mais un travail, d'autant plus, immense dans la démarche. C'est-à-dire que la démarche est, parfois longue et fastidieuse et demande finalement d'utiliser, de nombreux outils, de nombreux médiums pour, de nombreuses, de nombreux points de vue, des notions de dimensions, différentes, des mises, des perspectives d'ambiance, des choses comme ça, pour pouvoir, l'appréhender au mieux et pour pouvoir la finaliser au mieux. Je continue avec Vittorio Lavazzo. Alors même chose, hein, on est sur des petits clins d'œil, donc sculpteur contemporain, donc vous voyez, là, on a un croquis en couleur, qui est en mouvement, donc on sent déjà, hein, si on enlevait tout ça, on sent déjà que la sculpture, elle va avoir ce côté, mobile, cette idée de mouvement, hein, on le voit bien dans le dessin, cette idée, de mobilité. C'est un grand sculpteur, hein, Vittorio, Lavazzo, d'origine italienne. Regardez ces sculptures, elles sont vraiment, splendides. On voit
cette idée, d'équilibre, hein, de la sculpture qui est là. Il y en a une autre là qui est là, une réplique, donc on est dans des études. Vous voyez à nouveau, on est toujours dans des études. Là, en argile, elle est, alors il me semble que c'est du plâtre qui est peint, je ne pense pas que ce soit du bronze. Là, on est, dans des dessins qui montrent aussi, les esquisses. Alors il y en a pas eu qu'un de dessin, mais on vous en montre un avec cette notion de vertige. Vous voyez, les, éléments, les volumes qui sont ensuite réalisés, en argile, ou en plastiline peut-être. Peut-être que c'est de la plastiline, juste à côté, donc voilà bien il y a une concordance, entre, le déséquilibre, la composition, du dessin, l'esprit, de la sculpture et la sculpture finalisée, qui est bluffante, hein. Donc voilà, donc là, on sent bien que la démarche, créative, la démarche intellectuelle, elle est déjà dans le dessin. Finalement, la finalité, elle traduit, déjà un dessin qui est très abouti. Heu heu, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ces éléments-là, les uns à côté des autres. Autre, autre sculpteur, différent dans son approche, hein, Pao Gargallo, sculpteur moderne qui est mort dans les années 30. Heu, il a démarré lui, le travail, de direct, de la sculpture du métal, donc il a vraiment, il a démocratisé ça. Voyez, alors là, c'est intéressant aussi parce qu'on a une maquette en carton avec les différents éléments qui sont fragmentés, qui lui permettent finalement d'appréhender les formes, de voir un peu comment ça fonctionne. On a une maquette, une étude ici, qui semble quand même une étude bien finalisée, en métal avec, c'est un portrait. On a, ces éléments-là à nouveau qui sont fragmentés, qui vont, nous permettre d'appréhender cette sculpture-là. Oui, pardon, les 2 sont associés, hein. J'ai omis de le dire. C'est-à-dire qu'on a, cet élément-là fragmenté qui va nous donner, ce portrait, qui va permettre d'étudier, cette sculpture, du portrait et puis, même chose ici, ces éléments qui sont fragmentés en carton, ces formes qui sont découpées, heu, vont, heu, vont permettre, finalement de finaliser, cette sculpture, et là, on est sur un croquis, sur un dessin, avec cette sculpture qui est réalisée, à côté, en métal, également. Voilà, donc maquette et dessin dans une démarche plastique, dans une démarche, créatrice. Anne Tung, que vous connaissez peut-être, qui fait ces sculptures, très étranges aussi, assez cinétiques, numériques, on pourrait dire, hein. Il y a vraiment cette idée de pixels, à travers ses œuvres. Alors c'est intéressant de voir aussi, il y a un grand travail, de plan au départ, avec, des dimensions qui sont, définies, avec des proportions qui sont définies, avec ces notions d'ombre, également de lumière, pour ensuite aller sculpter le bois et représenter, ces différentes formes en passant de l'oreille à des éléments plus animal. Je vous ai mis une autre, d'autres visuels de cet artiste. Alors on voit, c'est intéressant de voir sa façon de procéder, sa façon de travailler avec ces éléments qui rappellent, les fameux jeux de construction, ces éléments de bois qu'il va pour ses portraits en tout cas, hein, qu'il va, accumuler, superposer, en les décalant, hein, grâce à ces étapes préalables de croquis, qu'il a réalisé et puis ensuite il va, les coller, les amalgamer pour aller sculpter ces éléments et laisser, transparaître ces petits, hem, parallélépipèdes, dépassés, plus ou moins, de ces portraits et avoir cet effet, de portrait qui, se pixelise, heu, dans sa production, finalisée.
Barbara Hepworth, qui est une sculptrice un peu qu'on a comparé beaucoup à Henry Moore, alors pas parce qu'ils ont la même nationalité, c'est-à-dire anglaise, mais dans les appréhensions des formes. Elle a beaucoup travaillé sur l'enfant et la mère. Ses formes sont vous voyez, plutôt douce. Elle a beaucoup travaillé aussi sur les matériaux. Là, on la voit dans son atelier. À nouveau, le croquis avec la forme finalisée. Vous voyez, et le croquis, on voit bien les ombres, on voit bien les rebords, les lumières, on voit bien les éléments qui sont évidés, cette notion d'équilibre sur un socle avec cette sculpture qui est ici réalisée. Bon, vous voyez, on est très très proche de l'esquisse, hein, du dessin préparatoire. Euh, Il y a ce travail chez cette artiste aussi dans les matériaux. Elle avait vraiment une passion pour les matériaux, en passant par les marbres, les essences de bois exotiques, que ce soit du teck, de l'acajou, du séquoia, hein, enfin, du bois de Birmanie, etc., du bois de rose. Mais il y a vraiment cette sensualité à travers les choix de matériaux chez elle, qui la différencie, certainement de beaucoup d'autres sculpteurs. On est toujours dans la même, heu, dans la même idée, hein, à travers ce processus artistique. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement intellectuel qui se traduit par un dessin, par une maquette et qui va ensuite, être, exécuté, dans l'œuvre finale avec le matériau, que l'on a choisi. Toujours un petit clin d'œil sur Atta Jaber, un autre sculpteur. L'idée, c'est à travers ces clins d'œil, c'est ceux qui vraiment quand vous voyez un travail qui vous intéresse, notez l'artiste et puis allez voir, ce qu'il fait, de façon à pouvoir, l'approfondir. C'est ça qui est intéressant parce que vous n'allez pas être, sensibilisé par toutes les œuvres, mais certaines vont vous sensibiliser plus que d'autres. Donc voilà, notez le nom, puis allez voir un petit peu ce qu'il fait. Là, ça semble anecdotique, mais ça l'est pas. Alors il y a des très belles, vidéos sur YouTube d'Atta Jaber, qui est un grand sculpteur également. Alors il des vidéos de cours, hein, de sculpture. Et voilà, là, on est vraiment sur quelque chose aussi qui est de l'ordre de la technicité dans l'élaboration d'une sculpture avec ces notions de proportion. Vous voyez, il prend le compas pour avoir exactement les mêmes proportions d'un côté et de l'autre, le travail de la symétrie, etc. Voilà, si ça vous intéresse, regardez ces vidéos parce qu'elles sont assez passionnantes dans l'élaboration des sculptures. Autre clin d'œil, William Delay, alors même chose, si son travail vous intéresse, ça paraît assez confus, c'est un céramiste. Dans ses dessins contemporains, mais alors, voyez, les dessins, colorés, dans une certaine, dans un joyeux, chaos et ces céramiques, qui sont élaborées ensuite, bon, on reconnaît l'esprit, hein, aisément, à travers ces dessins. Il y a tout un tas de symboles qui sont des symboles, plutôt celtiques, à travers ces dessins. Bon, c'est très, très élaboré, très défini, très très dessiné pour le coup et puis on le voit ici, on voit les motifs, hein, vous voyez le dessin correspond à celui-ci et là on a ces éléments-là. Allez voir ces dessins si ça vous intéresse. Alors c'est vraiment, ce sont vraiment des dessins, assez peu communs, très, très détaillés, avec oui cet esprit un peu comme ça de chaos, mais qui n'en est pas un, qui est un chaos, très ordonné. C'est intéressant sa façon justement d'appréhender, heu, son processus artistique. Il est vraiment on a l'impression vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup d'éléments, c'est très précis et puis ensuite à travers la réalisation, l'exécution, il y a quelque chose qui s'épure, qui s'affine, qui se simplifie, on va dire. Autre façon de travailler.
Autre clin d'œil, une artiste que j'aime beaucoup, Chiharu Shiota, qui travaille avec des fils. Ouais, elle est vraiment dans un travail de la matière. Il y a quelque chose de très, enfin de magique, hein, dans sa façon de travailler. Alors on est plutôt dans les installations. Ce sont des fils qui sont enchevêtrés. C'est comme une mer, hein. Là, on le voit, une mer de fils rouges. Elle avait ajouté, là, on le voit, des clés dans cette mer de fils rouges, des clés rouillées, des vieilles clés. Et vous voyez la barque, hein. Bon, c'est très poétique. Il y a un côté aussi très mystique. Euh, c'est une vision du monde, hein, assez bouleversante, quelque chose de l'ordre du cataclysme, un monde un peu, une fin de monde un peu métaphorique, enfin, quelque chose de beau, d'étrange enfin, de beau et d'étrange à la fois, ou de beau et d'effrayant à la fois. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment la caractérise. Euh, Elle est dans quelque chose de l'ordre aussi de l'absence, de la mémoire des choses dans ce qu'elle fait. Alors, ce qui nous intéresse, évidemment, vous voyez ces dessins. Alors, il y en a beaucoup aussi, hein, quand on les cherche, il y a pas mal de sites où on voit ces dessins. Vous voyez, il y a quelque chose de très croqué, hein, de très Heu, voilà, on est vraiment dans le croquis, dans l'esquisse, et puis, mais on a bien cet esprit quand même, de l'installation à la fin, avec ces fils qui s'enchevêtrent, qui se superposent les uns les autres, qui créent comme ça un jeu de toile d'araignée avec ces clés qui pendent et cette barque dessous. Même chose ici, hein, avec ces papiers qui sont enchevêtrés, dans ces fils qui sont agglutinés. Hem, c'est voilà, bon, il y a toute une je vais pas rentrer dans les détails sur la démarche personnelle de cet artiste, parce qu'il y a une vraie démarche personnelle avec, là, elle vit à Berlin, elle a un atelier à Berlin, et il y a vraiment une évolution dans sa démarche personnelle qui est liée à sa vie privée, et avec, un parcours, de vie qui est, lié voilà, à une maladie, qui va être, guéri, puis qui va revenir. Donc il y a toute une appréhension, de sa vie privée qui se retrouve dans ses œuvres, avec cette angoisse, prégnante, de la mort, en tout cas de l'inconnu, heu, du futur, à travers sa propre vie, qui se dénote dans sa démarche, et qui, vraiment une évolution, dans toute sa démarche et dans tout son process artistique. Autre clin d'œil d'une artiste qui s'appelle Cristina Iglesias, qui est une artiste espagnole également, qui a fait une œuvre, sur la côte basque, à côté de San Sebastián. C'est une île qui s'appelle Santa Clara, et il y a un phare qui était abandonné sur cette île. Et puis elle a voulu, enfin, elle a voulu faire une œuvre. C'était pas une commande, hein, et cette œuvre, elle est assez, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est assez gigantesque. Il y a tout un bon, aussi, qui a demandé un certain temps, un temps conséquent. Donc, il y a une démarche, donc déjà, de ce phare qu'elle avait vu, depuis des années, puisqu'elle est originaire de cet endroit, que c'est un lieu qui vraiment, l'a hantée, avait capté, toute son attention. Et puis, c'est une idée qui a germé tout au long, de son évolution, personnelle et artistique. Et puis elle a fini par proposer, cette œuvre, qui est une œuvre gigantesque, qui, représente, vous voyez là, donc on est à l'intérieur du phare là, hein. Là, c'est une maquette, bon, un dessin de l'intérieur, la maquette, avec les murs et l'intérieur, et puis là, on est dans le phare. Là, on est aussi dans le phare, avec, l'escalier qui nous permet de voir cette œuvre qui est en contrebas.
en contre-plongée, on pourrait dire. Et donc c'est du bronze avec de l'eau. Et en fait, ça s'appelle Ondalea, ça veut dire, si on le traduit, c'est du basque, gouffre dans la mer. Et l'idée, c'était, de représenter, bah, les falaises telles qu'on peut les voir, sur cette côte qui sont, justement sculptées par la mer, érodées par la mer, en bronze, traduites en bronze. Le projet, c'est de symboliser, la défense des causes écologiques et de la conservation de l'environnement en, prenant un bout de la nature, à l'extérieur, dans cet environnement-là, pour le mettre à l'intérieur de ce phare, qui était un phare, abandonné. Pour pouvoir donc on est dans cette un peu dans cette idée de sacraliser, ce bout de nature, hein, pour l'exposer, pour le représenter, pour le présenter à l'intérieur, heu, de ce monument. Bon, c'est gigantesque, hein, de mémoire, il a fallu, 35 hélicoptères pour transporter, les pièces de bronze. Je crois que c'est 15 tonnes de bronze, enfin c'est gigantesque, c'est une œuvre qui a coûté, au moins 4 millions d'euros. Je crois que c'est Donastia, donc la commune, qui a payé intégralement, l'œuvre. On est sur un truc gigantesque, mais qui est une démarche, et c'est ça qui nous intéressait, qui est une démarche, de cette artiste de longue date. C'est-à-dire qu'elle avait vu ce lieu, heu très jeune, et puis ça l'avait marqué, et puis, voilà, le germe était là à l'intérieur, de sa tête, de son cerveau, et puis ça a germé, ça a continué à à pousser, et puis à un moment donné, des années après, une idée est apparue, et puis elle a fait les démarches, elle a fait un dossier, ça a mis longtemps, mais elle a fini par aboutir et puis réaliser cette œuvre. Il y a une vraie dimension, hein, vous le voyez, dans une démarche, créatrice, très souvent, de temporalité. Hein, il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire que le temps fait œuvre, hein. Le temps, au même titre que la mer, sculpte la nature, à travers le temps, bah, le temps aussi, quand il y a une idée qui est comme ça, qui est de l'ordre de du germe, bah, le temps ensuite doit sculpter, doit arroser, doit faire, ensemencer, l'idée. Ça, ce sont d'autres œuvres de cet artiste. Un petit clin d'œil sur Christo et Jean-Claude. Dans cette conférence, ça me semblait, important de faire le petit clin d'œil à Christo et Jean-Claude, parce que c'est vrai qu'il y a ce processus chez eux artistique, et cette démarche artistique qui est importante. Il y a de nombreux projets qui se sont pas réalisés, mais en tout cas, ça a toujours été, dessiné. Heu il y a toujours eu de nombreux dessins préparatoires et de maquettes, à travers leurs projets. Et il y a cette idée aussi hem, qu'il n'y a pas de commercialisation de l'œuvre en tant que telle, dans leur démarche artistique. C'est-à-dire que, alors, c'est vrai que, pour pouvoir, réaliser leur projet, ils vendaient, leurs dessins préparatoires, leurs collèges, leurs maquettes. C'est ce qui leur permettait de réaliser leur projet. Mais il y avait quand même cette idée heu, de disparition, et de ne pas faire des œuvres qui allaient perdurer. C'est-à-dire d'être dans quelque chose de l'ordre de l'éphémère, et ils souhaitaient à travers ça parler, essentiellement de la liberté. Donc la démarche, elle était, aussi importante que la finalité du travail. On avait déjà vu, Christo et Jean-Claude, donc je vais pas y passer, beaucoup de temps. Peut-être un peu plus, sur cet architecte. Heu et dans cette idée, on va avoir 2 dans cette idée de projet papier dont j'ai parlé, au tout début de la conférence, c'est-à-dire de ces projets qui ne se réalisent pas. Endless House, c'est un projet qui va pas se réaliser, d'un architecte, donc qui s'appelle Frédéric Kissler, qui va, finalement, élaborer ce projet pendant des années et le faire évoluer. Alors c'est assez, intéressant, parce qu'on est dans une architecture très organique, comme vous le voyez. Alors c'est un espace, comme son nom l'indique, sans fin.
C'est un architecte d'origine autrichienne qui est vraiment, hem, est vraiment dans quelque chose, dans une démarche très, très différente de ses homologues et qui, va être dans cette idée de continuité, en partant de la spirale, et il va, être dans des recherches finalement de permettre à l'homme de vivre dans un environnement qui est un environnement qui serait plus adéquat à, sa véritable, à sa forme, telle que, on a pu le vivre au tout début, des peintures rupestres, au tout début, des groupements humains, à l'intérieur, des grottes. C'est-à-dire essayer de reprendre cette idée, qui lui semblait, la plus apte, la plus sensible, la plus adéquate à notre nature humaine, c'est-à-dire, heu, la forme de l'œuf, la forme originelle de l'œuf, la forme de la caverne, cette forme ronde, un maternelle, maternante, cette architecture de courbe, ces formes biomorphiques, cette idée de cellules aussi, de cellules qui sont les unes à côté des autres et sans, en supprimant, ce qui pourrait s'appeler, le séparatisme. Tout ce qui va être, c'est-à-dire qu'il y a pas de distinction entre le plancher, le mur, le plafond. C'est l'idée de l'organisme vivant qui est en évolution permanente, et qui, fait analogie avec le corps humain, et qui va, créer autour ça va être un noyau central si vous voulez et puis autour duquel vont se développer différents éléments, architecturaux. On le voit, je vous ai mis une autre photo, il y a vraiment cette idée d'organe, hein, vous voyez, dans cette architecture, de Kistler, il y a vraiment quelque chose de très organique et on a, ce sentiment d'être, à l'intérieur du corps également. Et je trouve ça, intéressant dans la démarche. Alors malheureusement, les premiers dessins, pour vous dire, tout le processus, artistique, les premiers dessins, datent de fin 1920, de cet architecte et les dernières maquettes de, 1960. Donc c'est une recherche qui va le hanter pendant 40 ans. Et ouais, vous voyez comme quoi c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir cette, cette notion, d'idée qui germe, ce déclencheur, cette idée initiale de où on va aller chercher, nos idées, heu et puis, cette notion de temporalité, dans notre processus, dans le processus artistique. Parfois, il est, immensément long. C'est une vie parfois, c'est toute une vie. Et puis il n'aboutira pas, c'est pas grave, hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est pas grave parce que vous voyez, on est en train nous aujourd'hui, de regarder le travail de Kistler et de théoriser sur le travail de Kistler, sur ses maquettes qui sont enfin, quand on voit ces maquettes, elles sont exceptionnelles. Il y a vraiment, on aurait envie, oui, de les faire en grandeur nature et de pouvoir, se promener à l'intérieur. Il y a je vous montre cette autre maquette, en plâtre, mais il y a quelque chose vraiment, de l'espace extensible, de la fluidité des parcours qui est vraiment intéressante et en effet qui a été extrêmement moderne, peut-être trop avant-gardiste, pour l'époque, mais qui est aujourd'hui très actuelle. Donc voilà, il y a parfois peut-être quelque chose qui est de l'ordre du décalage et d'artistes qui sont peut-être un peu trop avant-gardistes et finalement il va falloir, voilà, faire évoluer l'idée et puis il y a une obsession, il y a quelque chose d'obsessionnel dans une idée qu'on va faire évoluer au fur et à mesure, qui ne sera pas réalisée, qui restera à l'état, de projet papier, mais qui sera tout aussi intéressant à appréhender, pour nous autres, dans le cadre de la théorie notamment, mais aussi de l'esthétique. Du même ordre, projet papier, de Le Corbusier, le fameux, un projet, de musée à croissance illimitée. Qui date de 1939. Donc l'idée, de Le Corbusier, c'était, de prolonger la construction,
et d'augmenter à chaque fois que nécessaire ses capacités d'accueil. C'était plutôt une bonne idée, simple, mais bonne idée. Donc il y avait, vous voyez, cette notion, labyrinthique, hein, qui, devait s'étendre au fur et à mesure, des besoins. On regarde une autre vue, donc une maquette. Donc on a ce plan en spirale carré. Alors c'est tout à fait différent. Vous voyez là, on a cette sensation que c'est assez clos, assez fermé, que ça respire pas, que ça peut quand même être assez, asphyxiant dans la circulation et finalement quand on regarde d'un autre point de vue, on voit que non, c'est très aéré, que la circulation elle est pas du tout linéaire, qu'il y a tout un tas de percements, qui permettent de faire communiquer les espaces et de circuler, dans des mouvements, d'aller et de retour, à l'intérieur de ce musée. Heu, Même chose, une autre vue qui a été, restituée numériquement. Vous voyez, contrairement à la vue de dessus, c'est extrêmement, aéré et voilà, c'est un projet qui n'a pas été réalisé, mais qui, permet encore à des artistes, à des architectes de réfléchir à à des protocoles, à des démarches, à des, façons de travailler heu heu, différentes, aller dans des axes qui sont des axes peut-être auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ce sont des projets qui sont intéressants. C'est pour ça que les dessins, préparatoires, les maquettes préparatoires, sont importantes et qu'il faut finalement, les conserver, les archiver, les numériser, les photographier de façon à pouvoir, garder trace de cette démarche. Parce que la démarche, elle nous montre comment on réfléchit. Voilà pour ces projets papier. Je continue, sur, cette idée, d'œuvre inachevée, d'œuvre qui est réalisée mais qui est inachevée. Alors c'est un artiste contemporain que j'aime bien aussi, pour l'avoir écouté, de nombreuses fois, qui s'appelle David Altmejd. C'est un nom un peu difficile à dire alors je cite: «Si une pièce reste» je le cite: «Si une pièce reste longtemps dans l'atelier, ce que je vois, ce sont toutes les possibilités, toutes les ouvertures, les différents moyens d'ajouter des choses, de faire des connexions. Je vous montre en même temps. Je veux dire, tant qu'une sculpture reste dans mon atelier et que j'y ai accès en tant que sculpteur, je vais continuer à faire des connexions, à ajouter des choses, créer des liens». En fait, cet artiste, ses œuvres, ses sculptures, hein, vous voyez là, sculptures, installations, ne sont jamais terminées. C'est-à-dire qu'il va constamment ajouter des choses. Il y a des éléments à l'intérieur, des éléments à l'extérieur. Heu, il va toujours avoir, cette idée que cette œuvre n'est pas achevée et qu'elle est en cours d'évolution, tel, tel un organe, vivant, telle une œuvre vivante qui, finalement naît, se développe et continuer d'évoluer, sans fin, définie. Il a cette démarche, ce processus-là. Et donc vous voyez là, on a un détail, avec, des éléments qui sont à l'intérieur, des éléments, qui, sont figuratifs, qui ressemblent à des personnages avec, un corps qui est fragmenté, qui est, heu dévêtu avec des éléments qui rappellent des éléments végétaux. Il y a des éléments qui rappellent des objets. Il y a une espèce de mise en abîme. On a l'impression d'avoir un effet miroir. On a l'impression de rentrer à l'intérieur. On a une espèce de perspective comme ça qui nous donne un peu le vertige. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est vraiment cette notion d'évolution et d'œuvre vivante. Comme il nourrissait son œuvre, au jour le jour, pour la faire croître. Il y a vraiment cette idée-là dans sa démarche. Donc vous voyez, il y a pas une œuvre, maquettée, dessinée au départ, pardon, et puis ensuite finalisée. Il y a une œuvre
qui est réfléchi, qui commence à être exécuté dans un processus et qui continue d'être exécuté au quotidien, au fur et à mesure. Et cette œuvre, elle est œuvre finalement depuis le début de la démarche, puisqu'il n'y a pas, il y a pas un moment où elle ne fait pas œuvre, elle est œuvre dans toute la temporalité de son processus. Et c'est ce qui est intéressant dans cette démarche, et c'est pour ça que je vous montre cet artiste. Alors, on va passer un peu plus de temps, comme on a fait pour Auguste Rodin, sur le cycle de nymphéas de Claude Monet, qui nous permettra de voir également son processus artistique. Alors, là, on voit une très belle photo de Claude Monet. Alors, oui, on imagine bien qu'il pose hein, quand même, et c'est assez statique. On ne sent pas la pose spontanée, donc avec sa grande palette de peinture et sa longue barbe. Alors, le cycle de Nymphéa, c'est la même chose, il fait appel à une temporalité intéressante. Il se décline de 1897 avec, je vous montre un très gros plan, celui-ci, de 2 nymphéas en fleurs, en fait. Donc 2 nénuphars en fleurs. Vous savez que nymphéa, c'est le nom latin. Et il va en faire finalement un sujet central. C'est-à-dire qu'ensuite, il va vraiment le décliner en allant dans son jardin à Giverny pour en faire des paysages d'eau. Donc, on a ces premiers nénuphars qui sont peints en 1897. On a les bassins, pardon, aux nymphéas qui vont être peints entre 1899 et 1900. Hein, donc, on a déjà 3 ans de peinture de nymphéas. Et puis ensuite, on va avoir le pont japonais, je reviendrai après là-dessus. Le pont japonisant, vous voyez une photo de Monet dans son jardin à Giverny avec le pont japonisant dans ce jardin. Bon, il avait un superbe jardin. Et puis voilà, une de ces représentations du pont japonisant avec à nouveau les nénuphars. Donc de 1903 à 1908. Donc il va peindre ces paysages de son intimité, de son jardin, hein, jusque 1908. Et ensuite, il va faire des grandes études de 1914 à 1920. Donc sur des tableaux qui sont immenses, qui mesurent 2 mètres sur 2, pour en faire finalement des panneaux décoratifs, jusque 1926. C'est-à-dire qu'on va avoir une démarche qui va aller de 1897 jusqu'à 1926, donc si je ne me trompe pas, quasiment 30 ans, sur la même thématique. C'est-à-dire cette thématique des nymphéas et du pont japonisant. Je reviens en arrière pour vous montrer quelques détails. Alors, je trouve que c'est un détail intéressant dans cette démarche et dans ce processus artistique. C'est-à-dire que, bon, vous vous rappelez, on en avait parlé, hein, c'est-à-dire que Claude Monet, bon, il clôture finalement la période des impressionnistes et il est dans cette mouvance fin 19e, au début justement de cette période des impressionnistes où les artistes vont sortir de leur atelier pour différentes raisons. Une, parce que l'appareil photographique est popularisé et donc le fait finalement d'arriver à faire clairement des portraits, des paysages avec l'appareil photo, finalement il y a un questionnement qui se met en place chez les artistes pour se demander ce qu'ils peuvent ajouter. Alors est-ce que ça a un intérêt de faire un portrait exactement comme on voit le portrait, puisque l'appareil photographique le fait aussi bien, voire mieux, si on parle d'un portrait réaliste. Il y a l'invention du tube de peinture qui permet finalement de s'évader un peu de ces grands ateliers avec toute la recette culinaire des pigments qu'il fallait préparer en amont, avec tout ce que ça imposait comme espace. Donc, qui vont permettre aux artistes
d'aller à l'extérieur, de peindre ce qu'on appelle peindre sur le motif, hein, d'aller à l'extérieur, de se poser devant un arbre et de peindre l'arbre, peindre sur le motif tel qu'il le voit. Donc ça va apporter en effet un travail qui va être complètement différent, qui va apporter une notion de lumière, c'est-à-dire qu'on va bien voir qu'en effet la lumière va être différente selon si c'est le matin, le midi ou le jour, selon si c'est l'été ou si c'est l'hiver, et elle va apporter une vibration très particulière sur le motif, justement. Le mouvement aussi, hein, l'air qui procure du mouvement dans les végétaux, dans les feuilles, dans l'eau, va aussi permettre au peintre, finalement, d'apporter une appréhension sensible complètement différente que si on peint ou d'après mémoire ou d'après un modèle. Donc ça, c'est des éléments qui vont être un moment de rupture dans l'histoire de l'art, et donc voilà, il y a toute cette appréhension-là, et donc Monet va passer des heures et des heures dans son jardin, donc à peindre sur le motif, et à explorer cette peinture sur le motif, en appréhendant la lumière, en appréhendant le mouvement de l'eau, et cetera, et donc c'est 30 ans, hein, c'est 30 ans d'exploration intéressante. Et là, je vous ai mis ces 2 œuvres parce que je trouve que c'est intéressant de voir, la première donc en 1905, donc les nymphéas toujours, et la deuxième entre 1916 et 1919, où là, Claude Monet est atteint, il est déjà assez âgé, de cataracte, et ça altère pas mal sa vision, et vous voyez, il y a vraiment un effet très, très impressionniste dans cette notion, enfin ça vibre, c'est vraiment intéressant de voir que finalement, ça n'enlève rien, à sa peinture, et peut-être au contraire. C'est-à-dire dans la représentation de ces nymphéas, il y a quelque chose qui vibre, qui est en mouvement, qui exploite d'autant plus la lumière, qui a une vraie dimension sensible dans cette deuxième image, c'est moins lissé. Hem, il y a quelque chose qui paraît plus spontané. Il y a une vraie notion aussi, on a l'impression que ça va presque disparaître, il y a quelque chose d'assez flou, et c'est assez émouvant de voir, que finalement, les émotions que ça renvoie dans ces thématiques de disparition, sont liées aussi à, cette vision qui est atrophiée, et ce monsieur qui va aussi vers quelque chose, bah, que qui s'appelle, qui s'appelle La disparition. Je vous montre, l'influence du grand atelier. Donc en fait, on vient de le dire, hein, il travaillait dans son jardin, mais c'est vrai que, heu, Monet, il va décider, suite au cycle de nymphéas, de prendre un atelier, de façon, à pouvoir peindre ses panneaux, et de pouvoir, réaliser, ces compositions, très grandes, qui sont gigantesques. Et pour la petite histoire, Claude Monet, le 12 novembre, il va écrire une lettre à Clémenceau, et Heu, il va lui dire qu'il veut lui offrir les panneaux décoratifs, des nymphéas, et Clémenceau va le visiter. Je crois que j'ai mis, va visiter, le 12 novembre 1918, chez lui, et puis il va, le convaincre d'offrir tous ces panneaux des nymphéas. Donc c'est une histoire qui va commencer, qui va se terminer à l'Orangerie, comme vous le savez. Heu et qui va être, un moment, de travail artistique pour Monet, très important, parce qu'on le verra après, c'est, heu il y a toute une démarche aussi dans la mise en scène, dans l'exposition. C'est-à-dire qu'il va le penser au préalable. On voit les panneaux qui sont ici. Je voudrais juste faire une parenthèse, avant de vous montrer, les panneaux. Je vous les montre en même temps, hop, à l'orangerie. Voilà, il a conçu les nymphéas, en fait, comme une retraite visuelle. Il faut le savoir, c'est important, parce qu'en effet, on est entre 2 guerres, on est dans des heures sombres, enfin pré et post-guerre.
Et l'idée de Monet, c'était d'apporter un message universel d'espoir et de paix, après le carnage de la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a cette idée poétique, un peu contemplative à travers, la vision de ces tableaux, dans une vision intemporelle, on pourrait dire, et vide, vous le voyez, de toute présence humaine. Son projet, c'était, de représenter un jardin d'Éden, qui, ignorait, les atrocités, commises par la civilisation, heu, humaine. Donc ça, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, à l'Orangerie. C'est-à-dire quand on se pose sur le banc, heu, il y a vraiment une réflexion, hein. Je vous montre, le plan, de l'architecte Camille Lefebvre pour pouvoir, vous voyez, Donation Claude Monet, c'est un plan de 1922. Il y a une réflexion, de la mise, en exposition des tableaux, de la présentation, de ces panneaux, tout est extrêmement réfléchi. Voyez, les nymphes à Claude Monet, les 2 saules vont être là, le matin clair, le matin au saule, le reflet d'arbre, le reflet vert et cetera. La circulation qui se fait, dans ces salles elliptiques de telle façon. Heu L'idée aussi, c'est de faire écho, sur les axes, est-ouest, pour, représenter les scènes de lever de soleil qui se situent à l'est. Enfin, il y a toute une cohérence, dans la démarche artistique et dans la mise en exposition, la mise en scène qui a été extrêmement travaillée par, Claude Monet. Il est, avant-gardiste, hein, de ce côté-là, hein, dans cette démarche, on verra que dans l'époque moderne et on l'a vu, ça va être un élément très important, on l'a vu dans la réception de l'œuvre, dans la mise en scène, dans la monstration. Mais Claude Monet est précurseur de cette démarche-là, c'est-à-dire de réaliser l'œuvre en la pensant dans un espace, dans une présentation, dans une mise en exposition. Je vous ai mis des détails, donc des panneaux avec les nymphéas reflets verts, les nymphéas les nuages, le matin, le soleil couchant, heu l'inauguration en 1927. Alors il faut savoir que malheureusement, Claude Monet, était, décédé, peu de temps avant, donc il n'a pas vu l'installation, finalisée, malheureusement. Mais heu c'est pour vous montrer également, toute la démarche et tout le processus, qui est un processus long. L'idée, on retourne, de ces premières nymphéas qui ont été peintes finalement sans idée préalable et qui vont cheminer. Donc on part d'un motif. Ce motif, on va le reproduire, le dupliquer, de cette façon, puis finalement on va agrandir à travers ce motif, on va, représenter le paysage, de ce motif et puis, de fil en aiguille, on va représenter le paysage, le matin et puis, le midi et puis au coucher du soleil et puis on va le représenter avec des nuages et puis sans nuages et tout ça va, être pensé pour réaliser, un panneau, des panneaux dans un espace, qui va être un espace, pour la contemplation, pour la méditation, dans une idée comme ça de message de paix universelle, et la forme elliptique en plus rappelle bien enfin est bien en adéquation avec cette idée comme ça contemplative, hein. On se sent vraiment, en immersion quand on est assis ou debout au milieu, dans le paysage de Claude Monet. C'était une vraie intention de sa part de se sentir comme lui, se sentait dans son jardin et finalement, en paix, hein. Il y avait cette, solitude choisie, exacerbée et représentée, dans ses peintures. Donc il y avait vraiment cette idée, de nous amener, à cette sérénité. Hem, voilà, et la réception du public, du cycle des nymphéas, les 1res, le premier public qui va aller à l'orangerie, découvrir les œuvres de Monet. Hem,
Je vais terminer par cette idée qu'en effet, alors je vous l'ai dit déjà, outre l'idée de la temporalité dans les démarches artistiques, donc qui peut être plus ou moins longue, outre le fait qu'une idée peut germer de différentes façons, ou par des faits historiques, ou par un lieu géographique, ou par notre histoire personnelle. Hem Outre le fait que, il y a, l'idée peut germer, peut être là, peut exister, mais peut, ne pas jamais être achevée. Heu Tout ça, ça, ça permet finalement de poser, des jalons, et d'aller dans ce qu'on appelle une filiation en fait dans l'histoire de l'art, dans des démarches artistiques. Je vous en ai parlé pour Monet, c'est-à-dire dans cette idée qu'il était avant-gardiste, dans cette réflexion sur la mise en scène, l'exposition de l'œuvre, l'installation de l'œuvre pour, permettre au spectateur, d'appréhender l'œuvre dans toute sa dimension sensible, de mettre tous nos sens en exergue et dans l'affiliation aussi, de la touche graphique, pour preuve, cette peinture, qui va, après Monet, ça va être tout un mouvement, hein, qu'on appelle la peinture gestuelle, hem et qui va en effet, faire des heureux chez de nombreux artistes modernes et qui va, permettre, de, de poursuivre le travail, la postérité de l'esthétique de Nymphéa, avec, alors je vous ai mis Joan Mitchell, mais j'aurais pu en mettre d'autres et on va être vraiment, dans alors, c'est toute une mouvance d'artistes américains, qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. On en a eu quelques-uns dans d'autres conférences et on est sur une peinture en effet, où la trace du geste est assumée et même voulue, volontaire, hein. Il y a vraiment cette idée aussi, de grand format. Il y a cette idée d'utiliser toute la surface de la toile sans définir de point central, hein, à travers des motifs et dans une pure liberté du geste. Également une appétence, volontaire pour la couleur, à travers des influences de la nature et du monde végétal. Donc, vous voyez, ça fait écho, en fait, le travail, des artistes qui nous précèdent. Parfois, comme Auguste Rodin, parfois ils sont moqués, malheureusement. Parfois ils sont commandités et puis refusés. Parfois ils sont incompris. Parfois les idées ne se finalisent pas. Mais les choses restent, si je puis dire, les traces restent et les choses perdurent. Heu, donc c'est ça qui est important, je pense, de retenir aujourd'hui. Alors je vous conseille, si ça vous intéresse, de retenir ce site. Ça s'appelle Artist Process, c'est un site, qui est vraiment intéressant et qui permet, c'est une espèce de méthodologie de classification des démarches artistiques. Il y a un moteur de recherche et puis, à travers les artistes et les différentes démarches, il est vraiment bien fait. Il y a beaucoup, beaucoup de démarches d'artistes, et ça permet vraiment d'avoir une appréhension comme ça de tout un tas de démarches, et d'avoir, pourquoi pas d'avoir, comme ça en adéquation, des choses qui peuvent être similaires aux nôtres ou en tout cas qui peuvent nous évoquer, nous sensibiliser, et nous questionner. Voilà et ben, c'est bien parce que je voulais faire, 1 heure et demie. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais prendre hop, arrêter l'enregistrement et je